La mort est inévitable, mais certaines histoires à son sujet dépassent l'imagination. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 nouveaux cas réels des morts les plus horribles de l'histoire de l'humanité. Des moments si sombres et choquants qu'ils continuent de nous hanter aujourd'hui. Voici les récits de vies terminées de manière incroyablement brutale. Le 17 mars 1999, à Hong Kong, Fan Manyi, une femme de 23 ans, vivait dans un petit appartement de la section Fushan Estate. Sa vie avait été marquée par de nombreux défis. Élevée dans un orphelinat après avoir été abandonnée, elle avait grandi dans la négligence et les difficultés. Adolescente, elle avait lutté contre des problèmes de dépendance et avait été contrainte à une vie difficile pour survivre. Au début de la vingtaine, Fan avait réussi à transformer sa vie. Elle avait quitté un mariage abusif, surmonté sa dépendance et trouvé un travail comme hôtesse dans un nightclub. Elle était déterminée à offrir une vie meilleure à son jeune fils. Cependant, ses efforts furent anéantis par une erreur qui l'a mis en grand danger. Elle avait volé un portefeuille appartenant à Sean Manlock, un membre d'un gang local. Le portefeuille contenait environ 4000 $ hongkongais, environ 500 $ américains. Bien que Fan ait rendu l'argent, Chan exigea plus de 10 000 $ hongkongais, une somme qu'elle ne pouvait pas fournir. Le 17 mars, Chan et 2 complices, Leung Ching-cho et Leung Wai-lun, se rendirent chez elle. Ils l'enlevèrent et l'emmenèrent dans un appartement du quartier de Tsim Sha Tsui. Ce qui suivit fut un mois de cruauté inimaginable. Au départ, ses ravisseurs avaient l'intention de la punir en l'exploitant, mais leur traitement devint rapidement plus brutal. Fan fut soumise à des abus physiques constants. Battue avec des barres métalliques et des ustensiles de cuisine, suspendue par les poignets, brûlée avec du plastique fondu, et des produits irritants furent appliqués sur ses blessures. Elle subit également des actes dégradants visant à briser sa dignité et son esprit. Une adolescente de 14 ans, surnommée Afong, associée à Chan, assista aux abus et y participa même. Elle déclara plus tard avoir agi par amusement. Elle se souvenait avoir vu Fan se faire frapper à coups de pied à plusieurs reprises et admit avoir rejoint les attaques. Fan endura des semaines de tortures incessantes, ce qui affecta gravement son bien-être physique et émotionnel. À la mi-avril, elle succomba à ses blessures. Ses ravisseurs prétendirent qu'elle était morte d'une overdose, mais les preuves suggéraient que les abus prolongés étaient à la véritable cause de sa mort. Après sa mort, ce qui se passa fut tout aussi macabre. Les hommes tentèrent de dissimuler leur crime en démembrant son corps et en faisant bouillir les restes pour ralentir leur décomposition. Les parties de son corps furent jetées comme des déchets, mais son crâne fut placé dans une grande peluche Hello Kitty en forme de sirène. Ce geste grotesque transforma un symbole d'innocence en un artefact sinistre du crime. L'affaire fut révélée en mai 1999 lorsque Afong se rendit à la police. Elle déclara être hantée par l'esprit de Fan qui, selon elle, la poursuivait et la tourmentait avec des visions de ce qui s'était passé. Bien que son récit parût incroyable, les autorités enquêtèrent. Afong conduisit les policiers à l'appartement où le crime avait eu lieu. Ce qu'ils y découvrirent confirma son récit. La peluche Hello Kitty contenant le crâne de Fan ainsi que d'autres éléments prouvant les sévices. Chan Manlock, Leung Ching-cho et Leung Wai-lun furent arrêtés. En échange de son témoignage, Afong bénéficia de l'immunité. Le procès, qui commença en 2000, révéla des détails si choquants que beaucoup eurent du mal à comprendre le niveau de cruauté impliqué. Les hommes nièrent avoir causé la mort de Fan, bien qu'ils admettent l'avoir enlevé et torturé. L'état des restes de Fan empêcha les médecins légistes de déterminer une cause précise de décès. Cependant, la Cour conclut que les abus avaient entraîné sa mort, même si ce n'était pas leur intention directe. Les hommes furent condamnés pour homicide involontaire et écopèrent de la réclusion à perpétuité. L'un d'eux, Leung Ching-cho, fit appel avec succès et vit sa peine réduite à 18 ans. Il fut libéré après seulement 12 ans, en 2011. L'appartement où le crime avait eu lieu devint tristement célèbre, considéré par beaucoup comme hanté. Il resta vacant pendant des années avant d'être démoli en 2012. En 2022, Leung Ching-cho refit les gros titres lorsqu'il fut condamné pour maltraitance d'enfants, consolidant sa réputation d'individu dangereux. Cette affaire, surnommée le meurtre Hello Kitty, reste l'un des crimes les plus troublants de Hong Kong. Elle est un sombre rappel des ténèbres qui peuvent se cacher derrière des vies apparemment ordinaires. À ce jour, les détails de cette affaire continuent de hanter ceux qui en prennent connaissance.
Le 5 novembre 1983, à bord de la plateforme pétrolière Byford Dolphin, dans la mer du Nord, au large de la Norvège, une tâche de routine s'est transformée en une tragédie dévastatrice, marquant l'un des incidents les plus meurtriers de l'histoire des opérations pétrolières offshore. La Byford Dolphin était une plateforme semi-submersible réputée pour ses opérations de plongée en saturation, une méthode exigeante pour travailler en grande profondeur. Les plongeurs en saturation travaillent à des profondeurs extrêmes et vivent dans des chambres pressurisées afin d'éviter de longues périodes de décompression après chaque plongée. Ce jour-là, 4 plongeurs et un assistant étaient impliqués dans une opération de routine. La cloche de plongée, un récipient pressurisé transportant les plongeurs entre la plateforme et leur poste de travail sous-marin, venait de ramener 2 plongeurs à la surface. La cloche de plongée et les chambres pressurisées étaient reliées par un conduit permettant le passage entre elles. L'assistant, William Cramond, devait déconnecter la cloche après avoir scellé les portes des chambres. Cependant, une erreur fatale survint. La pince maintenant, la cloche en place fut relâchée avant que les portes des chambres ne soient complètement scellées. Cela provoqua une différence de pression catastrophique. Les chambres étaient pressurisées à 9 atmosphères, bien au-delà de la pression atmosphérique normale. L'air comprimé s'échappa violemment lorsque la pince fut libérée. Cette décompression rapide eut des conséquences dévastatrices. Les 3 plongeurs les plus proches de l'entrée des chambres, Edwin Arthur Coward, Roy P. Lucas et Björn Geir Bergersen, moururent instantanément. La brusque variation de pression fit gonfler les gaz dans leur sang de manière incontrôlable, provoquant des lésions graves à leurs organes internes et à leurs vaisseaux sanguins. Le 4e plongeur, Truls Hellevik, subit un sort encore plus effroyable. Se tenant près de la porte partiellement ouverte des chambres, il fut aspiré de force à travers une petite ouverture de moins de 60 cm de large. La différence de pression extrême fit éclater son corps, dispersant ses restes sur le pont, certains de ses organes internes ayant été expulsés intacts. La cloche de plongée, désormais détachée, fut propulsée dans les airs par la force de l'explosion et heurta Cramond, causant sa mort. Son collègue Martin Saunders survécut, mais fut grièvement blessé. Initialement, Cramond fut accusé d'avoir relâché la pince trop tôt. Cependant, une enquête approfondie révéla une défaillance dans le mécanisme de verrouillage de sécurité, une fonction cruciale censée empêcher tout détachement accidentel. Cette défaillance mécanique permit à l'accident catastrophique de se produire. La tragédie brisa des familles. Ruth, l'épouse de Cramond, contesta vigoureusement les conclusions initiales, défendant le professionnalisme de son mari. Malgré sa grande expérience, il fut injustement blâmé pour une erreur causée par un équipement défectueux. Pendant des décennies, Ruth subit la douleur de voir son mari tenu pour responsable. Les compensations pour les familles des victimes furent retardées pendant des années. Ce n'est qu'en 2009, soit 26 ans plus tard, que le gouvernement norvégien reconnut sa responsabilité et accorda des indemnisations. Cet échec tragique incita à instaurer de nouvelles réglementations de sécurité, notamment l'installation obligatoire de systèmes de verrouillage fiables et de mécanismes redondants pour éviter des accidents similaires. Les entreprises furent également tenues de mettre en œuvre des protocoles de sécurité plus stricts et des évaluations de risques rigoureuses. Bien que ces mesures aient amélioré la sécurité, la plongée en saturation reste l'un des métiers les plus risqués. Les plongeurs endurent de longues périodes dans des espaces confinés sous pression. Les leçons tirées de la tragédie de la Byford Dolphin ont indéniablement sauvé des vies. Mais des questions troublantes persistent. Cette catastrophe aurait-elle pu être évitée? Ces hommes seraient-ils rentrés chez eux si l'équipement avait été irréprochable? L'accident de la Byford Dolphin est un exemple poignant des dangers des industries à haut risque. Il souligne l'importance cruciale de normes de sécurité rigoureuses et les conséquences dévastatrices des défaillances systémiques. Le 13 décembre 2017, à Glen Allen, en Virginie, Bethany Lynn Stevens, une passionnée de 22 ans des chiens, partit se promener avec ses 2 pitbulls, Tonka et Pac-Man, près de la maison de son père dans le comté de Gand. Promener ses chiens faisait partie de sa routine quotidienne et Bethany, habituée à s'en occuper, ne manquait jamais cette activité. Mais ce soir-là, elle ne revint pas. Le lendemain, le corps de Bethany fut découvert dans les bois dans un état terrifiant. Inquiet de ne pas la voir rentrer, son père signala sa disparition au bureau du shérif à 20h20. Les autorités lancèrent rapidement une recherche. Ce qu'ils trouvèrent était choquant. Les agents découvrirent de son corps dans un champ isolé, gardé par Tonka et Pac-Man. L'un des chiens, Pac-Man, fut vu se comportant de manière agressive près du cadavre. La scène était troublante. Il fallut près de 90 minutes aux officiers pour sécuriser les chiens. Son corps présentait de nombreuses plaies, notamment au visage, à la gorge et au torse, avec des signes évidents de lutte. Des blessures défensives sur ses mains et ses bras indiquaient que Bethany s'était battue pour se défendre pendant l'attaque.
Les enquêteurs déterminèrent que les blessures initiales l'avaient probablement rendue inconsciente, après quoi l'attaque avait continué. À proximité, son téléphone cassé, couvert de marques de morsures, suggérait également l'implication des chiens. L'autopsie confirma que les blessures causées par une attaque animale étaient responsables de sa mort. Les tests toxicologiques révélèrent l'absence de drogues ou d'alcool dans son système, écartant l'hypothèse d'une incapacité préalable à l'attaque. Lorsque la nouvelle de la tragédie se répandit, elle attira l'attention nationale et suscita un débat. Les amis et la famille, qui connaissaient les chiens depuis qu'ils étaient chiots, avaient du mal à croire que Tonka et Pac-Man aient pu attaquer Bethany. Elle les avait élevés avec soin, les autorisant même à dormir dans son lit. Beaucoup se demandèrent comment deux animaux aimés pouvaient devenir si agressifs. Certains suggérèrent que Bethany aurait pu être attaquée par un animal sauvage ou blessée par une autre personne. Cependant, le shérif du comté de Gand, James Agnew, écarta toute possibilité de jeu criminel, confirmant qu'il n'y avait aucun signe d'étranglement ou d'autres causes externes de décès. Les chiens furent identifiés comme les seuls responsables de l'attaque. Les experts commencèrent à examiner les raisons possibles de leur comportement. Dans les mois précédant la tragédie, leurs conditions de vie avaient changé. Bethany avait déménagé, laissant Tonka et Pac-Man à la charge de son père. Ces chiens, autrefois habitués à vivre à l'intérieur, étaient désormais confinés dans un chenil extérieur. Ce changement brutal de mode de vie, combiné à une attention réduite et à une possible sous-alimentation, avait pu provoquer du stress et de l'agressivité. La dresseuse de chiens Valérie Paul expliqua que de tels changements pouvaient modifier le comportement des animaux. Les chiens perçoivent leur environnement et leurs interactions différemment, en particulier en période de stress. Ces facteurs auraient pu conduire au drame malgré le lien affectif qui existait entre Bethany et ses chiens. Le jour de l'attaque, Bethany, sans se douter du danger, aurait emmené les chiens pour leur promenade habituelle. Un élément, au cours de cette sortie, aurait pu déclencher leur agressivité, entraînant l'attaque. Les experts pensent que les actions des chiens étaient dictées par l'instinct et non par la malveillance, probablement sous l'effet du stress ou de la faim. Cette affaire souleva des préoccupations plus larges sur les responsabilités des propriétaires d'animaux et les risques liés à la possession de grands animaux puissants. Bien que certains blâmèrent la race des pitbulls, les experts soulignèrent que la situation était plus complexe. Le comportement de Tonka et Pac-Man aurait été influencé par leur environnement, leurs soins et leur niveau de stress, plutôt que par une agressivité inhérente à leur race. Suite à cette tragédie, la famille de Bethany et les autorités décidèrent d'euthanasier les chiens. Cette décision alimenta encore davantage les débats publics sur le comportement animal et la sécurité. La mort de Bethany Lynn Stevens laisse de nombreuses questions sans réponse. Des changements dans les soins des chiens auraient-ils pu prévenir la tragédie? Y avait-il des signes avant-coureurs qui n'avaient pas été remarqués? Cette tragédie aurait-elle pu être évitée avec une intervention plus précoce? Alors que les experts continuent d'analyser les facteurs ayant conduit à l'attaque, la perte de Bethany reste un rappel poignant des complexités des relations entre les humains et les animaux. Le 13 octobre 2011, à Fan, une ville animée du sud de la Chine, un drame bouleversant s'est déroulé, suscitant une indignation mondiale et poussant une nation entière à remettre en question ses valeurs. Wang Yue, une fillette de 2 ans surnommée affectueusement Yue, marchait près d'une rue bondée du marché lorsqu'elle s'aventura sur la route. Ce qui suivit choqua le monde entier. Alors que Yue trottinait, une camionnette blanche la renversa et continua sa route sans s'arrêter. Quelques instants plus tard, un deuxième véhicule, une camionnette bleue, écrasa l'enfant déjà blessé. Pendant les 10 minutes qui suivirent, plus d'une douzaine de passants marchèrent ou roulèrent à vélo près d'elle. Certains lui jetèrent un bref regard, d'autres semblèrent ne même pas la remarquer. Pas un seul ne s'arrêta pour lui venir en aide. Les caméras de sécurité enregistrèrent ces scènes déchirantes. Les images montraient Yue allongée dans la rue, en détresse. Finalement, une femme âgée s'approcha d'elle et tenta de déplacer l'enfant vers un endroit sûr. Ne pouvant la porter seule, la femme partit chercher de l'aide. C'est alors que Shen Xian, une ramasseuse de déchets, intervint et porta Yue hors de la route. La fillette fut transportée d'urgence à l'hôpital, mais ses blessures étaient trop graves. Le 21 octobre, 8 jours après l'incident, Yue succomba à une défaillance cérébrale et organique. La vidéo de l'incident se propagea rapidement, suscitant colère, tristesse et incompréhension à l'échelle mondiale. Beaucoup peinaient à comprendre comment une enfant pouvait être laissée dans un tel état, ignorée par tant de personnes. Cette tragédie exposa non seulement l'horreur de l'événement, mais aussi un problème sociétal plus profond, une indifférence croissante dans une nation en plein développement. Les réseaux sociaux en Chine, notamment des plateformes comme Sina Weibo, furent inondés de messages exprimant choc et douleur. L'affaire déclencha des débats passionnés sur la moralité et la compassion dans la société moderne.
Beaucoup blâmèrent l'urbanisation et la croissance économique pour avoir favorisé l'isolement et l'égoïsme. D'autres pointèrent du doigt le système juridique chinois qui dissuadait souvent les gens d'aider autrui par crainte d'être tenus légalement ou financièrement responsables. La Chine avait déjà connu des cas où des personnes ayant tenté de porter secours avaient été accusées ou poursuivies en justice. Ces incidents avaient créé une culture d'hésitation. Dans le cas de Yue, de nombreux témoins semblaient trop effrayés pour agir. Cette tragédie mit en lumière un fossé croissant entre le succès matériel et les valeurs traditionnelles comme l'empathie et la responsabilité communautaire dans la société chinoise. Certains commentateurs affirmèrent que la focalisation sur la croissance économique avait érodé le tissu moral de la société. Une question posée par un professeur de religion, Lei Yangping, résuma le sentiment national. Qu'est-ce qui a mené à cette tragédie? Nos lois, notre richesse ou notre indifférence? Les responsables gouvernementaux abordèrent également l'incident. Wang Yang, alors chef du parti communiste de la province du Guangdong, appela à une réflexion sur la boussole morale du pays. Il y eut aussi des appels à des réformes juridiques, notamment l'introduction d'une loi du bon samaritain pour protéger ceux qui portent du secours en cas d'urgence. Dans les jours qui suivirent, des dons affluèrent pour couvrir les frais médicaux de Yue et pour soutenir Chen Xian en reconnaissance de son acte de compassion. Si certains louèrent son geste, d'autres doutèrent de ses intentions, reflet d'une société où la confiance et la bienveillance étaient devenues fragiles. La mort de Yue symbolise les défis moraux auxquels la Chine moderne est confrontée. Son histoire continue de résonner alors que les gens s'efforcent de reconstruire un sens de la compassion et de la responsabilité sociale. Et si quelqu'un était intervenu plus tôt, des protections légales auraient-elles encouragé les passants à agir ? L'histoire de Yue a laissé une empreinte indélébile sur la conscience collective. Elle appelle à réévaluer la manière dont la société valorise les liens humains au milieu d'un progrès rapide afin de s'assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise pas. C'était un matin froid de 2015 à Mermans en Russie, près du cercle arctique. André Golubov, 36 ans, dormait dans son appartement lorsqu'il ressentit le besoin d'utiliser les toilettes communes. L'installation partagée était une vieille fosse septique délabrée, un simple trou couvert de planches en bois pourri. André et ses voisins l'utilisaient fréquemment malgré son mauvais état. Mais cette nuit-là, le couvercle en bois affaibli céda alors qu'André était accroupi au-dessus de la fosse. André tomba dans la fosse septique, un trou profond rempli de déchets. Incapable d'en sortir, il se retrouva piégé dans une situation inimaginable. Il était 3 heures du matin et André était coincé. Peu après, Konstantin Polakov, 30 ans, arriva aux toilettes communes. Il vit André se débattre dans la fosse et appeler à l'aide. Au lieu d'agir immédiatement, Konstantin pensa qu'André parviendrait à sortir seul. Afin de ne pas déranger davantage son ami, il se soulagea ailleurs et retourna chez lui sans prévenir personne ni chercher d'aide. Il pensait qu'André, sans blessures apparentes et semblant capable, finirait par s'échapper. Cependant, la situation se dégrada rapidement. Les heures passèrent et les températures glaciales, les conditions insalubres et l'épuisement pur l'emportèrent. Sa voix s'affaiblit et ses tentatives pour sortir échouèrent. Au matin, Konstantin s'était endormi et n'était pas allé vérifier. L'incident resta non signalé. Ce n'est que le lendemain, lorsque d'autres voisins commencèrent à s'inquiéter, que Konstantin mentionna ce qui s'était passé. Un groupe se précipita vers la fosse septique pour découvrir André sans vie. Il avait succombé à l'épuisement et à l'hypothermie après avoir été piégé plus de 12 heures dans la fosse. Les autorités confirmèrent plus tard qu'il n'avait pas pu se maintenir à la surface et qu'il s'était finalement noyé. Avec sa structure délabrée et insalubre, la fosse septique commune avait été négligée pendant des années. Des voisins, dont Yuri Blen, 60 ans, exprimèrent leur frustration face aux conditions de vie. « Nous n'avons pas de toilettes privées et personne ne s'occupe de celles-ci. C'est dangereux, mais nous n'avons pas d'autre choix que de les utiliser », expliqua Yuri. Cette tragédie mit en lumière les risques liés à une telle négligence. Les actions de Konstantin, ou plutôt son inaction, furent scrutées. Il admit qu'il n'avait pas les coordonnées des services d'urgence mais pensait qu'André s'en sortirait seul. Bien que les autorités aient qualifié l'incident d'accident, la famille et les voisins d'André se demandèrent si une action rapide aurait pu sauver sa vie. Ils pensaient qu'un simple appel à l'aide aurait fait toute la différence. Cette mort tragique souleva des questions sur la responsabilité. Et si quelqu'un avait entretenu la fosse septique ? Et si Konstantin avait agi plus tôt ou alerté les autres? De petites décisions, choisir d'agir ou ignorer un problème, peuvent avoir des conséquences significatives. La mort d'André souligna l'impact dévastateur de la négligence et de l'indifférence, tant dans les infrastructures que dans les actions humaines.